M. Raymond Hinz. Mesdames et messieurs, je vais juste démarrer, monsieur le directeur du cabinet de madame la ministre. Je ne sais pas s'il est là. Mais en tout cas, je voulais juste dire qu'on n'a pas peur, qu'on ne se cache pas et qu'on est même fiers de représenter l'éducation prioritaire de la Polynésie française. Et je vous présente toute mon équipe derrière vous qui a participé à cette organisation. Agrandi d'un membre de Papara et des Tuamotu Gambier. En tout cas, merci. C'est une équipe formidable et moi, j'ai la chance qu'elle m'a donné sa confiance. Bien. Monsieur le vice-recteur, monsieur le directeur de la DG2E, mesdames et messieurs invités de l'éducation et de toutes les institutions et associations partenaires de notre éducation prioritaire, en vos titres, grades et qualités, chers élus de nos communes et assemblées, chers amis, chers collègues, chères familles, au nom de toutes les équipes de nos 3 réseaux éducation prioritaire en Polynésie française, bienvenue en ce jour de la Saint-Nicolas, patron des écoliers, au séminaire de l'éducation prioritaire 2018. Alors, je vais un peu placer le cadre de ce séminaire, comprenant bien que notre éducation prioritaire s'est construite sur plusieurs décennies d'action. On ne peut démarrer sans rappeler, si ce n'est rapidement, son cadre et son objectif principal. C'est bien suite à l'arrêté numéro 349 du Conseil des ministres du 26 mars 2015 qu'a été créé les 3 réseaux de notre éducation prioritaire. Dans la suite, les premières assises de l'éducation prioritaire du 1er juin 2015 ont permis de construire la stratégie d'application du projet de notre éducation prioritaire actuelle à partir des constats et des 3 grands objectifs donnés par le ministère, déclinés dans les 6 priorités du référentiel national avec les spécificités du pays. Alors, la note de la ministre de l'Éducation de l'époque, Madame Nicole Sanquer, précisait la nécessité d'en faire un bilan détaillé en août 2018. Les actions et les projets ont été prolongés cette année scolaire pour s'aligner au démarrage national de l'ensemble de nos projets à la rentrée 2019. Alors, cette note déclinait également 20 mesures de notre éducation prioritaire dans lesquelles nous retrouvons des indicateurs de performance des 3 objectifs du pays et les 6 priorités nationales. Alors, je ne veux pas être trop technique ce matin dans ce mot de présentation. Nous verrons tout cela en détail cet après-midi. Alors, l'objectif de ce séminaire est la construction du prochain projet de notre éducation prioritaire dans le cadre de la vision et des objectifs donnés par notre ministère et à partir de ce constat, à la date du jour, des bilans régulièrement faits pendant ces 4 années. À ce titre, nous savons que nous avons ici aujourd'hui et les jours suivants des acteurs forts de notre éducation prioritaire, au-delà des enseignants eux-mêmes, les familles, les communes, les associations et bien d'autres institutions partenaires de notre éducation prioritaire. Alors de suite, quelle que soit la focale de toutes les journées sont ouvertes à tous les partenaires. Nous verrons encore cet après-midi, le programme est riche, nous l'avons voulu rythmer avec des interventions assez longues pour mettre sur la table des questionnements fondamentaux, mais en même temps pas trop longues pour garder l'intérêt de tout le monde et surtout créer ce que j'espère des frustrations positives, à savoir la volonté de vouloir continuer encore le dialogue après. Alors nous le verrons encore également cet après-midi. La réalité géographique s'impose dans le pilotage de notre éducation prioritaire. C'est pourquoi nous avons voulu employer les outils numériques en commençant par notre site Internet évolutif en fonction des informations que nous recevons pour tenir au mieux au courant tous nos partenaires, avec un volet participatif permettant à nos territoires les plus éloignés de participer aux réflexions, mais aussi à nos partenaires, s'ils l'avaient souhaité, de proposer des interventions, que ce soit en plénière ou en atelier. Alors, toujours dans le cadre du numérique,
Les inscriptions de 236 enseignants ont été faites en ligne et gérées donc par mon équipe. À la date du jour, nous avons un peu plus de 5200 visiteurs différents sur le site, 68% d'entre eux avec un smartphone. Donc, ce site est en fait adaptable et vous pouvez vous-même aller sur le site séminaire2018.com pour suivre l'agenda. Vous verrez, c'est très lisible, comme ça vous ne raterez rien de ces 3 journées de séminaire. Alors, de sorte quand même, et déjà dans le cadre du numérique pour rendre tout cela fonctionnel, nous avons décidé de mettre l'ensemble du séminaire en vidéo, ce qui pourra être donc vu en rediffusion. On pourra choisir ces tables rondes et conférences. L'ensemble est également diffusé en direct, comme actuellement, sur la page sociale de la DG2E. L'objectif est de permettre à nos territoires les plus éloignés de participer. Alors cela me permet de vous informer que si vous ne souhaitez pas apparaître sur les vidéos, les places de côté sont les places les plus discrètes. Donc je remercie les services de la DIN, de la DG2E, d'avoir rendu cela possible en précisant d'attendre qu'un micro vous parvienne si vous voulez participer à un moment ou à un autre. Donc, aujourd'hui sera la journée centrée sur les cadres et les pilotes. On pense bien entendu à la priorité 6, c'est toute dernière, le 6 est derrière le sachet de la table, mais les 5 autres priorités de sorte... Mais on engage également les 5 autres priorités de sorte que les parents, les élus, les enseignants et les autres partenaires y sont inclus. Demain, la focale sera les enseignants, autant sur les enseignements que l'environnement scolaire, participant à la réussite de l'élève. L'ensemble des 5 premières priorités seront donc activées. Tout cela concerne également et fortement, à nouveau, les familles et les partenaires qui seront invités à interagir. L'après-midi de demain sera également consacré aux ateliers où des enseignants et des partenaires invités ou qui se sont proposés à travers notre site échangeront avec leurs collègues et partenaires qui le souhaitent sur les thématiques des actions menées ces 4 dernières années, répondant à l'ensemble des 6 priorités. Les inscriptions aux ateliers ont été clos depuis hier 13h, donc seront en ligne ce jour et seront affichées dans le hall de l'UPF et dans le hall du lycée hôtelier, de sorte que, chers partenaires également, vous pouvez également rejoindre ces ateliers si vous le souhaitez. Sachez aussi, chers partenaires, s'il y a une volonté pour vous de vous réunir, il y a toujours possibilité d'avoir un espace libre pour cela durant ce séminaire. Enfin, samedi sera la priorité 3, alors que les 2 autres journées activent plusieurs priorités. Nous avons voulu centrer une demi-journée complète que sur cette focale. La coopération avec les partenaires et les familles, cela sera agrémenté par des spectacles d'enfants et des enseignantes. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les enseignants qui se sont engagés également dans bien des aspects de ce séminaire. Vous verrez alors de temps en temps, comme vous l'avez vu, des petits clips vidéo. Le cahier des charges était des clips d'un format assez court pour présenter de manière sympathique nos écoles. Il y aura également des témoignages d'anciens élèves qui pourront ainsi également agrémenter certaines transitions. Donc je remercie tous ceux qui ont participé à cela. Enfin, je vous informe, et ce n'est pas dans le programme, que dans ce moment de transition entre 16h30 et 17h, nous diffuserons un ensemble de films également réalisés par l'ensemble des territoires, et croyez-moi, ces films sont formidables. Alors un autre défi a été de trouver les lieux de rencontre de ces 3 journées. Nous allons jongler et finalement passer de ce magnifique lycée hôtelier qui me permet de remercier son proviseur, M. Pascal Mailloux, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas toute sa formidable équipe également pour leur flexibilité et leur patience. Donc passer, disais-je, de ce lycée à ce joyau en plein cœur de l'Océanie, qui est notre très belle université de la Polynésie française, pour revenir ensuite ici, dès midi, pour un déjeuner convivial, une prouesse professionnelle, en fait, au regard du nombre de personnes qui est inscrit, menée par un chef, d'ailleurs, ancien élève de FA, dont nous verrons également un témoignage. Donc nous terminerons samedi au Conservatoire artistique de la Polynésie française, qui s'est proposé également d'intervenir dans nos ateliers avec les enseignants. C'est finalement une très belle manière de finir dans ce temple de l'apprentissage, pas que, mais tout de même des arts vivants de la Polynésie française. Merci à nos 3 partenaires.
Enfin, quand on parle de diversité des lieux, on peut aussi parler de la diversité des personnes. 176 personnes en tout sont intervenues ou interviendront pour organiser ce séminaire. Parmi ces 176 personnes, 32 personnes intervenant en plénière. Alors, juste, autorisez-moi d'en citer effectivement 3, qui sont nos invités venant de l'extérieur de notre pays. Ils nous offriront leur regard extérieur, qui participeront à nos réflexions tout au long de ce séminaire. Alors, tout d'abord, je commencerai par Madame Rolande Deslandes, conférencière et professeure. Madame Deslandes, conférencière et professeure de l'Université du Québec. Madame Deslandes a multiplié les recherches dans les domaines de l'éducation, les services sociaux et l'adaptation scolaire. Ses interventions sont appréciées dans les différents continents. L'approche des relations école, famille, communauté, l'influence familiale et la collaboration parentale seront au cœur de ses interventions. Madame Deslandes interviendra demain et samedi lors d'une conférence et 2 tables rondes. Cher docteur, encore merci d'avoir accepté d'offrir votre regard durant notre séminaire, et ce bien loin de votre belle province et de ses températures actuelles. Alors, de la Polynésie, je n'ai pas eu de photo, désolé madame, de la Polynésie au Canada, nous allons nous réchauffer à nouveau, tout en restant dans la francophonie, hors territoire d'Europe, mais bien revenant en France avec la présence de madame Cynthia Freinet, IEN adjointe. Voilà. IEN adjointe au DAAZEN de la Guadeloupe, alors je le dis pour ceux qui ne sont pas de notre maison, directeur adjointe au service de l'éducation nationale, chargée donc de l'éducation prioritaire de son académie. Elle aura l'occasion de nous partager l'expérience de la Guadeloupe sur les questions de l'éducation prioritaire dans son académie. Elle interviendra également au cours de 2 tables rondes. Merci, Madame l'inspectrice, d'avoir traversé 3 continents en 24 heures, puisque vous venez en fait de Paris également. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Christine Lower, IAIPR, inspectrice... Oui, pardon. IAIPR, donc inspectrice académique et inspectrice pédagogique régionale en histoire-géographie, chargée de l'éducation prioritaire de l'Académie de Lyon. Madame Loher interviendra également ce matin. L'exemple d'une académie partenaire complétera ces regards qui se croiseront avec notre réalité durant ces 3 journées de séminaire. Alors, sans les citer, encore un grand merci à l'ensemble de nos conférenciers intervenants, de l'UPF, de l'ESP, du vice-rectorat, des APE, et je rajoute également l'équipe formidable qui est la mienne. Alors, cette matinée sera centrée dans un premier temps sur la politique de l'éducation prioritaire au niveau national, avec 2 exemples de 2 autres académies, une en métropole et une en outre-mer. Entre nos 2 invités, nous allons faire le retour de nos consultations en ligne. Et enfin, nous terminerons cette riche matinée dans notre réalité par une table ronde importante réunissant des intervenants de nos territoires qui ont connu notre réseau avant l'implantation des REP+, en 2015, qui l'ont vu évoluer et qui partageront ce qui a changé depuis 4 années en travail préparatoire aux travaux de cet après-midi. Après un bon repas préparé par le LHT que nous remercions, encore, nous reprendrons ici même dans ces lieux à 13h30. Je crois avoir posé le cadre de notre séminaire en ces quelques minutes et n'avoir rien oublié qui ne va pas être repris plus tard. Avant de laisser la parole à mon éminent collègue, homologue du vice-rectorat et ami Didier Rigotard, IAIPR, EPS, missionnaire plus, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. C'est mon honneur et plaisir d'inviter M. Tepuanui Snow, président de la Fédération des associations des parents de l'école publique, qui aura le privilège de conclure ce moment d'accueil au nom de toutes les APE de nos écoles REP+. Parime tatou ia Tepuanui Snow, presidini no te mau tātir a te mau metua no Polynésie Frani. Nous accueillons maintenant M. Tepuanui Snow, le président de la Fédération de l'Association des parents des élèves des écoles publiques. Madame la ministre de l'Éducation, qui n'est plus là, qui a malheureusement dû partir, en charge de la jeunesse et des sports. Monsieur le vice-recteur, vous êtes présent parmi nous. Monsieur le directeur général de l'Éducation et de l'Enseignement, cher Thierry, mesdames et messieurs, les inspecteurs de l'Éducation nationale,
chers représentants d'associations de parents d'élèves en REP+, et hors REP+, chers parents, chers amis, Yaurana, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour prendre part à ce séminaire de l'éducation prioritaire. En tant que représentant des parents d'élèves et au nom de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public que je préside, je tiens à remercier ce matin Madame la ministre de l'Éducation pour l'organisation de cet événement, mais à travers elle, plus particulièrement la circonscription de FAA, dirigée aujourd'hui conjointement par M. Raymond Hintz et M. Rigotard. Je vous demande de les applaudir encore une fois. Je souhaite également profiter de cette occasion pour adresser, au nom des parents d'élèves, toute notre reconnaissance à l'égard de l'ensemble des enseignants, des personnels administratifs de l'éducation, ainsi que toutes les personnes qui unissent leur savoir, leurs compétences, leur détermination et leur dévouement pour créer un climat propice à la réussite de nos enfants à l'école. Faire en sorte que la réussite de tous les élèves soit une réalité plutôt qu'un mythe exige des parents que nous sommes, mais également de chacun d'entre nous ici présents, acteurs de la communauté éducative, bienveillance et volontarisme. Car la bienveillance sans volontarisme est condamnée à rester lettre morte, comme le volontarisme sans bienveillance à rester lettre vide. Se soucier de la réussite de nos enfants à l'école, c'est faire en sorte de les introduire dans un monde nouveau pour eux, dans un monde toujours plus vieux, et dont nous ne sommes que les représentants, les responsables et les garants. Se soucier de la réussite de nos enfants, c'est les aider à entrer dans ce monde étrange et parfois hostile qui est le nôtre. Se préoccuper de leur réussite à l'école, c'est se préoccuper de leur réussite dans la société dans laquelle ils vivront demain. Si l'éducation est la priorité de la Polynésie française, comme l'affirme l'article 1er de la Charte de l'éducation, cet objectif nous intime de continuer à toujours faire mieux, élaborer de nouvelles ambitions, créer des dynamiques innovantes qui s'adossent aux 3 principes mobilisateurs: une école pour tous, une école performante, une école ouverte. En cela, Nicole Sanker, en 2015, ou je dirais plutôt en 2014, avait saisi cette opportunité de créer 3 réseaux d'éducation prioritaires, plus, en lieu et place de la seule ZEP de FAA. Je tiens à l'en remercier car grâce à son initiative, près de 6 600 enfants aujourd'hui, répartis sur 32 établissements, bénéficient aujourd'hui d'un meilleur accompagnement pour réussir à l'école. Une école ouverte aux parents, oui, qui nous invite désormais en tant que parents à intégrer la communauté éducative. Alors qu'à l'époque de Jules Ferry, seul l'État avait le droit d'éduquer, les familles n'avaient alors aucun rôle à jouer au sein de l'école. Fort heureusement, ce sentiment historique qu'avait développé l'institution par rapport aux parents a évolué. Ainsi, d'une école fermée sur elle-même, qui se protégeait de l'intrusion des parents, on est passé en quelques décennies à une école ouverte sur l'environnement et qui tente de faire des parents des partenaires privilégiés dans la lutte contre l'échec scolaire. Il ne suffit pas, hélas, que de l'écrire, mais il s'agit désormais de trouver véritablement les chemins de réconciliation des parents avec l'école, construire de nouvelles passerelles, créer un nouveau partenariat école-famille pour inciter les parents que nous sommes à nous engager dans la vie scolaire de nos enfants, bref, de passer du statut de parent à celui de parent d'élève. Cela ne peut se concrétiser, à mon sens, que par la démocratisation d'un véritable partenariat enseignant-parent. Dans cette perspective, la Commission Relations avec les familles, créée en 2015 au sein du groupe territorial d'éducation prioritaire, a réalisé un travail remarquable afin de développer ce lien privilégié avec les familles. Je tiens également à féliciter les autres commissions de travail de ce groupe territorial d'éducation prioritaire qui a fait un excellent travail également. Or, ce travail n'est toujours pas mis en commun, ni partagé avec l'ensemble des autres circonscriptions éducatives. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, alors le message va lui être relayé, pour qu'enfin notre demande, celle des parents, se concrétise pour qu'enfin les pratiques pédagogiques innovantes, telles que proposées dans le cadre des fiches actions, profitent à l'ensemble du corps enseignant de Polynésie pour qu'in fine, ce soit l'enfant qui gagne. Arrêtons de nous voiler la face. Si l'implication des parents à la maison ne se résume pas qu'à l'aide aux devoirs, il est nécessaire de prendre conscience que l'enseignant doit aujourd'hui
guider les parents que nous sommes, nous montrer la marche à suivre pour que nous soyons les plus aptes à aider nos enfants à la maison et par voie de conséquence à mettre en pratique ce que l'on appelle aujourd'hui la coéducation. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le professeur Mérieux, et je le cite. L'aide aux parents doit s'articuler avec le travail de l'enseignant. Il lui revient donc d'expliquer comment il faut s'y prendre, de donner des consignes et de livrer les modes d'emploi des exercices scolaires. La tâche des parents est de se mettre ensuite au service de la démarche de leur enfant et de l'aider à trouver son propre chemin. Il nous appartient donc aujourd'hui de nous donner les moyens de réussir ensemble. Car en effet, l'éducation de nos enfants ne peut être sous la seule responsabilité de la ministre de l'Éducation. Les parents que nous sommes portant la plus grande part de responsabilité dans l'avenir de nos enfants, dont nous sommes les premiers éducateurs. Pour autant, ce n'est pas en nous accusant d'être des missionnaires ou en situation de déni, comme j'ai pu l'entendre, que l'on arrivera à inverser la tendance. Je vous rappelle juste que les écoles maternelles n'ont été généralisées en Polynésie qu'à partir de 1977 et les collèges n'ont été construits dans les îles que dans les années 1980. En revanche, c'est en mettant en place des dispositifs d'accompagnement, tels qu'imaginés au sein des réseaux d'éducation prioritaires, tels que par le biais des écoles des parents, qui existent en métropole depuis 1929, que l'on pourra regarder l'avenir dans le même sens et de manière constructive. Aussi, et ce sera ma conclusion, la réussite scolaire grâce au partenariat développé avec les familles et dans l'application de pratiques pédagogiques innovantes n'est plus simplement qu'un rêve. Le bilan de la mission REP+ de 2014 à 2018 atteste de cette réussite à plusieurs égards. Les parents que nous sommes devons continuer à être des partenaires privilégiés dans la lutte contre l'échec scolaire, pour la réussite de tous les élèves. C'est l'objectif que nous souhaitons atteindre pour nos enfants. Il est désormais marqué dans le marbre de notre charte de l'éducation. Aussi, je forme le vœu que la feuille de route de la politique éducative du pays pour les prochaines années s'inspire du projet REP+ 2019-2023 dont parlait tout à l'heure M. Hinz, que nous aborderons durant ce séminaire, de sorte à véritablement mettre en synergie l'ensemble des pratiques pédagogiques innovantes conduites entre l'ensemble des partenaires, les familles et les professionnels de terrain. C'est la responsabilité qui nous incombe, c'est une responsabilité envers la génération qui nous succède, mais c'est également une responsabilité envers le monde qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui à ce séminaire et nous le serons encore, tant que notre travail et notre implication seront reconnus utiles dans la construction d'une société plus juste où tout le monde y trouve sa place. Je vous souhaite donc à toutes et à tous d'excellentes conférences et des ateliers productifs. Je vous remercie de votre attention. Nous allons laisser maintenant la parole à M. Didier Rigotard, IAIPR, responsable de la mission de l'éducation prioritaire. Whare mai tātou i a Didier Rigotard, matahi opua no te hau, nui i te pā o te tūaro, nāna e arata ai mai i te tū collège. Je crois que je vais arrêter le cycle des remerciements. Comme ça sauvera les autres. Par contre, malgré tout, j'en ai deux à faire. Ils vont être très rapides. Le premier, je pense que ce n'est pas quelqu'un à remercier, c'est plutôt une institution à remercier, sans laquelle on ne serait pas là aujourd'hui. C'est l'École de la République. Et je pense que l'éducation prioritaire est au cœur de ce système-là et elle porte les valeurs très fortes de cette école. Donc le remerciement, il va à l'école d'abord. Le deuxième remerciement, pour moi, je pense que si on veut que l'éducation prioritaire réussisse, et donc les REP+, dans le mot REP, il y a réseau, et sans les partenariats, sans le travail en commun tous ensemble, on n'arrivera jamais à avancer et on n'arrivera jamais à réussir. Donc, il faut donner ou dire un grand merci à tous ces adultes qui, de près ou de loin, travaillent avec les élèves
pour les élèves. Et là, j'entends les enseignants, les directeurs, etc. Tous ceux-là, ils sont vraiment au courant qu'ils sont au cœur du système. Par contre, il y a tous ceux qui sont dans l'ombre et qu'on oublie un peu, tous ceux qui travaillent dans les communes, tous ceux qui travaillent dans les associations, qui travaillent dans les clubs sportifs, dans les théâtres, les infirmières, les gens qui font le ménage dans un établissement, ceux qui réparent les immobiliers, tous ceux-là œuvrent pour la réussite des réseaux. Donc merci à eux. Alors dans cette diapo, il y a un mot qui me plaît fortement, parce que c'est un peu quelque chose qui fait... Tout à l'heure, on a parlé de peur, je crois, tout à l'heure, de l'éducation prioritaire. Je crois que c'est Raymond qu'on a parlé. On n'a pas peur de se montrer. Bon, il y a le mot chance. L'éducation prioritaire, ce n'est pas une tare. Je pense que si elle a été créée, c'est qu'il y avait des besoins. Et c'est une chance pour les élèves que l'école ait inventé ce système-là. Deuxième chose, c'est une chance pour tous ceux qui y travaillent. Alors pas forcément parce qu'on y gagne un peu plus d'argent, parce que c'est la réalité, puisque s'il y a un REP+, le plus, il veut dire quelque chose. Mais en tout cas, c'est une chance parce que c'est ici qu'on apprend notre métier. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Même si le métier est difficile, pour moi, c'est une chance pour évoluer dans nos pratiques. Hop, tac, ça fonctionne, la technique marche. Donc, il y a quelques années, il y a eu une période de refondation de l'éducation prioritaire. Et pour refonder cette école, à l'inverse de tous les systèmes précédents, parce que l'éducation prioritaire a plus de 30 ans, à l'inverse de ça, on a retenu 4 indicateurs seulement pour définir la difficulté d'une école. Le pourcentage d'élèves issus de catégories sociales défavorisées, le pourcentage d'élèves qui habitent dans une zone urbaine sensible, le pourcentage d'élèves qui sont en retard à l'entrée en 6e, et le 4e, c'était le taux de boursiers. Il n'y avait que ces indicateurs-là qui pouvaient déclencher le fait qu'une école, un collège, soit dans l'éducation prioritaire. Après, chaque territoire a eu la liberté d'alimenter d'autres pourcentages, et généralement, c'est les résultats aux examens, c'est les évaluations qui sont venus colorer le fait qu'on était encore plus en difficulté. De ça, on obtient une cartographie de l'éducation prioritaire. Et là, j'ai dissocié ce qui se passe en métropole de ce qui se passe sur tous les territoires. Et on s'aperçoit qu'en fonction d'où l'on se trouve, il y a plus ou moins d'éducation prioritaire, soit des REP, soit des REP+. Et donc, c'est important de voir que tous les territoires sont représentés. Donc ça, c'est une logique qui montre aussi que l'école de la République, elle est là. Pour réussir à modifier les pratiques dans l'éducation prioritaire, ce qu'il a été apporté à tous les acteurs, c'est 6 priorités. Ces 6 priorités sont à négocier, à travailler pour aller dans le sens de la réussite. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. Il n'empêche que la première, et ça c'est un signe, je pense, concerne la maîtrise du lire, de l'écrire, donc plutôt les apprentissages fondamentaux. Inversement, il ne faut pas prendre ces priorités dans l'ordre et se dire on va travailler ça, 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 puis ça, puis ça. En fait, elles sont toutes en interrelation. C'est-à-dire que si je travaille sur la formation, ça aura forcément un impact sur le lire-écrire. Si je travaille avec les parents, ça aura forcément un impact sur le pilotage, etc., etc. Donc chaque priorité a sa place et est en interrelation. Pour travailler ces priorités, là aussi, la refondation pour l'éducation prioritaire a offert un outil qui s'appelle le référentiel de l'éducation prioritaire. Et chacune de ces priorités est déclinée, alors j'aime pas bien ce mot, mais par des actions ou des manières de faire. Même dans le texte, on parle de bonnes pratiques, voilà, pour réussir. Donc ça, c'est un outil qui est offert à tous les pilotes, tous les enseignants. Il est même lisible pour les parents. Donc il n'y a pas de secret là-dedans. Et c'est vrai qu'on l'oublie peut-être un peu. C'est un référentiel qui peut être très utile dans la réflexion de l'offre qu'on fait pour faire réussir les élèves. Tac. Et alors pour accompagner ça,
En métropole, 14 mesures ont été offertes. La Polynésie, qui a cette force-là de pouvoir gérer son éducation, en a créé quelques-unes de plus. Il y en a une vingtaine. Je ne veux pas vous les lire, parce que ça serait trop long. Mais surtout, c'est que dans ces 20, on repère qu'il y en a certaines qui sont plutôt dédiées aux élèves, certaines qui sont plutôt proches des équipes, et les dernières qui sont plutôt offertes aux responsables de l'éducation prioritaire pour faire des choix. Il n'y en a plus derrière. Je crois qu'il y en avait encore une derrière. Donc voilà, ça, ce sont toutes les thématiques que nous allons travailler dans l'après-midi pour essayer de voir où nous en sommes dans leur efficacité. Mais chacune de ces mesures est au service des 6 priorités. Donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Et tout au long du séminaire, il faudra vraiment faire des allers-retours entre ce qu'on fait dans la classe et ce qu'on doit réussir dans la globalité. Voilà, je vous remercie.